Val-de-Provence, juin 2024. Dans le silence assourdissant de l'aube méditerranéenne, les gendarmes de la section de recherche de Marseille s'approchent d'un entrepôt discret. Leurs mains tremblent légèrement, non de peur, mais d'anticipation. À l'intérieur, 216 kg de méthamphétamine cristallisée les attendent, soigneusement emballés dans des sacs plastiques transparents. Cette quantité représente l'équivalent de toutes les saisies annuelles françaises pour cette drogue. Mais derrière ces sacs plastiques transparents se cache une réalité terrifiante. Le cartel mexicain de Sinaloa vient d'établir ses premiers laboratoires industriels sur le territoire français. Miguel Ángel Félix Gallardo, depuis sa cellule de 1989, n'imaginait pas que son empire fragmenté atteindrait un jour les collines provençales. Cette saisie record ne représente pourtant que la partie émergée d'un iceberg criminel, dont les ramifications s'étendent désormais de Culiacán aux villas luxueuses de la Côte d'Azur. Pour comprendre cette infiltration sans précédent, il faut remonter aux racines d'un empire né dans les montagnes arides du nord-ouest mexicain et qui règne aujourd'hui sur un territoire s'étendant des terres du Triangle d'Or au laboratoire clandestin de Provence. Ismael El Mayo Zambada savait que l'Europe représentait l'Eldorado ultime. Depuis les montagnes de la Sierra Madre occidentale, ce patriarche de 76 ans dirigeait en 2024 ce que les experts considèrent comme l'organisation criminelle la plus puissante de la planète. Son arrestation le 25 juillet 2024 aux États-Unis clôt un règne de plus de 30 ans à la tête du cartel de Sinaloa. Mais avant sa chute, El Mayo avait orchestré une expansion européenne dont les ramifications continuent de s'étendre aujourd'hui, particulièrement en France. Cette expansion ne relève ni du hasard ni de l'opportunisme. Elle découle d'une stratégie géopolitique et criminelle, d'une sophistication redoutable, développée par des cerveaux qui ont compris que le crime organisé du XXIe siècle ne pouvait plus se contenter d'être territorial. Il devait devenir global, technologique et surtout adaptable aux spécificités d'une tradition criminelle ancestrale que les cartels modernes ont industrialisée. Joaquín El Chapo Guzmán, alors lieutenant de Félix Gallardo, hérite d'une portion de cet empire lors de la fragmentation de 1989. Sa vision révolutionnaire transforme une organisation régionale de trafiquants ruraux en une multinationale du crime organisé. Ses innovations techniques deviennent légendaires dans le milieu criminel international. Les tunnels sophistiqués creusés sous la frontière américaine, longs parfois de plusieurs kilomètres et équipés de systèmes de ventilation, d'éclairage et même de rails pour wagonnets, révolutionnent le passage clandestin de marchandises. Les sous-marins artisanaux, capables de transporter plusieurs tonnes de cocaïne des côtes colombiennes vers le Mexique, démontrent une ingénierie criminelle d'un niveau industriel. La corruption systémique développée par El Chapo établit également les bases d'une méthode d'infiltration qui sera plus tard exportée en Europe. Plutôt que de corrompre ponctuellement des individus isolés, le cartel développe une approche stratégique de la corruption. Il identifie les postes clés dans l'administration, la police, la douane, puis recrute méthodiquement leurs occupants. Cette corruption devient systémique et auto-entretenue, chaque fonctionnaire corrompu devenant un recruteur potentiel pour ses collègues. Cette méthode sera perfectionnée et adaptée aux spécificités européennes 20 ans plus tard. Pendant que El Chapo creusait ses tunnels vers la Californie, l'Europe demeurait un marché lointain, alimenté principalement par des intermédiaires colombiens et des réseaux mafieux italiens. La cocaïne arrivait via des routes traditionnelles, bien établies depuis les années 70. La route Colombie-Espagne-France utilisait les connexions historiques entre les cartels colombiens et les réseaux galiciens, spécialisés dans la contrebande depuis l'époque de Franco. La route Colombie-Pays-Bas-France exploitait la sophistication portuaire de Rotterdam et les connexions des organisations criminelles néerlandaises avec leurs homologues français. Le cartel de Sinaloa ne possédait alors aucune présence directe sur le continent européen. Cette situation allait radicalement changer au début des années 2000. L'Europe, avec ses prix de vente 3 fois supérieurs à ceux du marché américain et sa consommation en croissance constante, devient naturellement la priorité numéro 1 de cette expansion. La première tentative d'expansion européenne du cartel commence par l'Espagne, vers 2005. Ce choix géographique ne relève pas du hasard, mais d'un calcul stratégique précis. Les liens linguistiques facilitent l'infiltration d'agents mexicains qui peuvent se fondre dans la population locale sans éveiller de soupçons. Les connexions culturelles, renforcées par l'immigration mexicaine légale en Espagne, offrent des réseaux de contacts légitimes que les criminels peuvent exploiter. La géographie,
avec les côtes andalouses exposées aux routes maritimes en provenance d'Amérique latine, présentent des avantages logistiques évidents. Des émissaires mexicains s'installent discrètement sur la Costa del Sol dès 2005, utilisant des couvertures d'hommes d'affaires investissant dans l'immobilier touristique. Cette couverture fonctionne parfaitement dans une région habituée aux investisseurs étrangers fortunés. Ils établissent des connexions avec les réseaux galiciens, héritiers d'une tradition de contrebande remontant au XIXe siècle et spécialisés dans l'importation clandestine de tabac, d'alcool, puis de drogue. Ces réseaux possèdent une connaissance inégalée des côtes espagnoles, des moyens navals sophistiqués et surtout des connexions politiques locales développées sur plusieurs générations. Les négociations entre émissaires mexicains et contrebandiers galiciens suivent un protocole diplomatique digne des relations internationales officielles. Des accords de coopération sont négociés, définissant précisément les responsabilités de chaque partie, les modalités de partage des bénéfices et les procédures de règlement des différends. Les Mexicains apportent l'accès privilégié à la cocaïne colombienne de haute qualité grâce à leurs alliances avec les FARC. En échange, le cartel fournit aux FARC un accès aux marchés nord-américains et européens, multipliant les revenus de l'organisation guérillera et finançant son effort de guerre contre l'État colombien. Cette cocaïne, d'une pureté exceptionnelle, dépassant souvent 90%, révolutionne le marché européen, habitué à des produits coupés et dilués par les multiples intermédiaires des filières traditionnelles. Les consommateurs européens découvrent un produit d'une qualité inédite, vendu paradoxalement moins cher que les productions locales, grâce à l'élimination des intermédiaires. Cette supériorité qualité-prix permet au cartel de conquérir rapidement des parts de marché significatives en Espagne, puis d'étendre progressivement son influence vers la France, l'Italie et le Royaume-Uni. L'Italie représente le second front d'expansion, plus complexe mais potentiellement plus lucratif que l'Espagne. Contrairement à la péninsule ibérique, l'Italie possède déjà des organisations criminelles historiques, territorialisées et jalouses de leurs prérogatives. La 'Ndrangheta calabraise, organisation la plus puissante et la plus internationale des mafias italiennes, contrôle déjà une partie significative du trafic de cocaïne européen, via ses connexions avec les cartels colombiens. La Camorra napolitaine domine les activités portuaires de Naples et Salerne. Cosa Nostra sicilienne, malgré son affaiblissement relatif, conserve des relations privilégiées avec les organisations criminelles américaines. Négocier avec ces organisations séculaires exige une diplomatie criminelle d'une subtilité extrême. Les émissaires du cartel de Sinaloa ne peuvent pas imposer leur présence par la force, comme ils le font parfois au Mexique face à des organisations plus faibles. Ils doivent proposer des arrangements mutuellement bénéfiques, respectant les équilibres territoriaux existants, tout en créant de nouvelles opportunités de profit pour leurs partenaires italiens. Cette approche pragmatique, développée par des négociateurs expérimentés dans les relations intercartels mexicaines, fonctionne remarquablement bien dans le contexte italien. Les accords négociés suivent un modèle gagnant-gagnant sophistiqué. 2008, l'opération Greenwood des autorités italiennes révèle pour la première fois des connexions directes entre des trafiquants mexicains et la 'Ndrangheta calabraise. Les investigations mettent au jour une organisation sophistiquée, capable d'importer, stocker et distribuer d'énormes quantités de cocaïne via les ports de Gioia Tauro et Salerne. Dès cette époque, environ 500 tonnes de cocaïne transitent annuellement par l'Italie, dont une partie significative via des accords avec le cartel mexicain. Cette quantité représente alors près de 40% de la consommation européenne totale, témoignant de l'efficacité de cette alliance criminelle transatlantique. Pendant cette expansion méditerranéenne, les Pays-Bas émergent comme hub logistique incontournable de l'économie criminelle européenne. Le port de Rotterdam, deuxième port européen après Anvers, traite quotidiennement plus de 40 000 conteneurs en provenance d'Amérique latine. Sa sophistication technologique, ses connexions mondiales et surtout sa tradition de libéralisme commercial en font un point d'entrée idéal pour des marchandises de toute nature, légales comme illégales. Les organisations criminelles néerlandaises, particulièrement expérimentées dans l'importation de drogues synthétiques depuis l'Asie, possèdent une expertise logistique et technique que les cartels mexicains admirent et souhaitent acquérir. Vers 2010, des chimistes mexicains commencent à effectuer des séjours temporaires aux Pays-Bas, non pour établir des laboratoires permanents, mais pour étudier les possibilités logistiques et réglementaires européennes. Ces missions de reconnaissance, camouflées en déplacements professionnels d'experts en chimie industrielle, permettent aux spécialistes du cartel d'analyser l'écosystème chimique et pharmaceutique néerlandais.
Ils identifient les fournisseurs d'équipements, les producteurs de précurseurs, les réseaux de transport et surtout les failles réglementaires exploitables pour des activités illégales. Ces observations préliminaires révèlent des opportunités exceptionnelles. Contrairement au Mexique, où l'acquisition de précurseurs chimiques fait l'objet d'une surveillance étroite depuis les accords antidrogue avec les États-Unis, l'Europe présente un environnement réglementaire, cartographie méthodiquement l'écosystème européen, identifie les partenaires potentiels, étudie les méthodes de leurs concurrents locaux et surtout développe des adaptations de leurs techniques mexicaines aux spécificités européennes. Cette approche méthodique et patiente, caractéristique des stratégies à long terme du cartel, établit les fondations de l'expansion industrielle qui transformera l'Europe d'un simple marché de consommation en zone de production massive. L'année 2015 marque un tournant historique dans la stratégie européenne du cartel de Sinaloa. Pour la première fois, des chimistes mexicains ne se contentent plus d'exporter de la méthamphétamine finie depuis le Mexique, mais établissent un laboratoire de production directement aux Pays-Bas. Cette révolution opérationnelle transforme fondamentalement l'économie du trafic transatlantique. Plutôt que de risquer la saisie douanière de produits finis lors du passage océanique, le cartel peut désormais importer séparément les précurseurs chimiques, légaux individuellement, et assembler la drogue finale sur place. Cette transformation révolutionne également les marges bénéficiaires de l'organisation. Le gramme de méthamphétamine, produit pour environ 3 $ dans les laboratoires mexicains et vendu 15 $ au Mexique, atteint désormais 80 € aux Pays-Bas, sans les coûts et risques du transport transocéanique. Cette multiplication par plus de 20 des marges unitaires compense largement les coûts supplémentaires d'installation et d'opération en territoire européen. L'analyse économique révèle qu'un laboratoire européen moyen générait alors des profits nets mensuels supérieurs à ceux de 3 laboratoires mexicains équivalents. Amsterdam devient rapidement le centre névralgique de cette nouvelle stratégie d'implantation directe. La capitale néerlandaise offre des entages uniques qui en font le choix logique pour cette expansion. Sa réglementation traditionnellement libérale sur les drogues douces détourne l'attention policière vers d'autres priorités, créant un environnement opérationnel plus permissif. Son infrastructure portuaire sophistiquée, via Rotterdam, facilite l'importation discrète de précurseurs chimiques en provenance d'Asie. Les premiers laboratoires s'installent dans des entrepôts industriels de la banlieue d'Amsterdam, camouflés derrière des sociétés écrans spécialisées dans l'import-export de produits chimiques légaux. Ces sociétés, créées par des avocats spécialisés dans le droit commercial international, possèdent toutes les autorisations nécessaires pour manipuler, stocker et transformer des produits chimiques industriels. Leurs dirigeants officiels, souvent des hommes de paille recrutés pour leurs compétences techniques et leurs besoins financiers, ne connaissent pas nécessairement la véritable nature de leurs activités. Cette compartimentation protège l'organisation en cas d'enquête policière. La couverture s'avère parfaite pour des activités parfaitement illégales. Les livraisons de précurseurs arrivent dans des emballages industriels standards, transportés par des sociétés de logistique légale, accompagnés de documents douaniers en règle. Les équipements de production, acquis auprès de fournisseurs européens réputés, correspondent exactement à ce que pourrait acquérir une entreprise chimique légale. Seul l'assemblage final de ces éléments, réalisé par des chimistes expérimentés dans des locaux sécurisés, révèle la véritable nature de l'opération. Roberto Flores, pseudonyme utilisé par les autorités néerlandaises pour protéger l'enquête en cours, illustre parfaitement cette nouvelle génération d'agents du cartel opérant en Europe. Cet homme de 38 ans, diplômé en chimie industrielle de l'Université autonome de Sinaloa, possède 15 années d'expérience dans les super labs mexicains. Sa spécialité technique, la synthèse de méthamphétamine cristallisée haute pureté via la méthode pseudoéphédrine, représente l'état de l'art des techniques développées dans les installations industrielles du Triangle d'Or mexicain. Cette méthode, perfectionnée dans les laboratoires clandestins de la Sierra Madre, permet d'obtenir une méthamphétamine d'une pureté dépassant 95%, contre 60 à 70% maximum pour les productions artisanales européennes traditionnelles. Le procédé utilise l'identité d'un consultant en procédés chimiques industriels. Sa couverture résiste à tous les contrôles administratifs. Sa société sponsor possède un historique commercial crédible. Ses références professionnelles sont vérifiables auprès d'entreprises mexicaines légales et son profil correspond parfaitement à celui d'un expert technique en mission temporaire en Europe. En 6 mois, Flores établit un laboratoire capable de produire 50 kg de méthamphétamine par semaine.
Cette performance, remarquable pour une installation clandestine, équivaut à la production de plusieurs centres de fabrication artisanaux européens combinés. Sa production, d'une pureté constante de 96%, surpasse largement les standards européens habituels et révolutionne rapidement les attentes du marché. Les distributeurs locaux découvrent un produit d'une qualité inédite, disponible en quantités industrielles, vendu à des prix compétitifs malgré sa supériorité technique. Cette supériorité technique devient rapidement l'avantage concurrentiel décisif du cartel sur le marché européen. Les consommateurs, habitués à des produits de qualité médiocre et variable, découvrent une méthamphétamine d'une pureté constante et d'effets prévisibles. Cette régularité, impossible à atteindre avec les méthodes artisanales européennes, crée rapidement une demande préférentielle pour les productions du cartel. Les distributeurs abandonnent progressivement leurs fournisseurs traditionnels pour s'approvisionner exclusivement auprès des réseaux mexicains. Parallèlement à cette révolution technique, le cartel développe un réseau de distribution continentale d'une ampleur inédite. Les Pays-Bas ne représentent que le site de production. La clientèle s'étend à travers toute l'Europe occidentale et commence à pénétrer les marchés d'Europe centrale. Des émissaires mexicains établissent des connexions avec les motards criminels allemands, héritiers d'une tradition de trafic de drogue synthétique remontant aux années 70. Ces organisations, particulièrement les Hells Angels et les Bandidos, possèdent des réseaux de distribution couvrant toute l'Allemagne et s'étendant vers l'Autriche, la Suisse et même la République tchèque. Les organisations criminelles tchèques apportent l'accès au marché d'Europe centrale et orientale, zone en croissance rapide où la consommation de drogues synthétiques explose depuis l'intégration européenne. Ces réseaux, héritiers des structures criminelles créées pendant la transition post-communiste, possèdent des connexions s'étendant de Prague à Budapest, de Varsovie à Kiev. Leur expertise dans la contrebande transfrontalière, développée pendant l'époque du rideau de fer, leur permet de transporter efficacement des marchandises illégales malgré les contrôles douaniers renforcés. Chaque partenariat suit le même modèle économique gagnant-gagnant, testé et perfectionné par le cartel dans ses relations avec les organisations mexicaines alliées. Le cartel fournit le produit fini d'une qualité supérieure et l'expertise technique pour optimiser la distribution. Les partenaires locaux gèrent la distribution finale, assument les risques territoriaux liés aux forces de l'ordre locales et s'occupent du blanchiment des bénéfices via leur réseau financier établi. Cette division du travail minimise l'exposition mexicaine aux risques opérationnels européens, tout en maximisant la pénétration géographique et l'efficacité commerciale. Les résultats de cette stratégie dépassent les espérances les plus optimistes des planificateurs du cartel. En 2018, selon les analyses d'Europol basées sur les saisies et les analyses de pureté, la méthamphétamine d'origine mexicaine représente déjà 60% du marché européen, principalement via cette base néerlandaise. Cette pénétration, réalisée en moins de 3 ans, témoigne de l'efficacité supérieure des méthodes industrielles mexicaines face aux productions artisanales européennes traditionnelles. L'innovation ne s'arrête pas à la production pure. Les laboratoires néerlandais du cartel développent également des techniques de dissimulation révolutionnaires qui transforment les méthodes de transport international. Plutôt que de cacher la drogue dans des marchandises légales, méthode traditionnelle, facilement détectable par les douanes modernes équipées de scanners sophistiqués, ils développent la technique révolutionnaire du produit liquide dissous. Seul le processus de reconversion, réalisé dans des laboratoires de destination par d'autres chimistes mexicains, révèle le véritable contenu et permet de reconstituer la méthamphétamine cristallisée, pure. Cette innovation technique permet au cartel d'expédier légalement des quantités industrielles de méthamphétamine déguisées en marchandises légales. Un conteneur de 20 pieds peut transporter jusqu'à 300 kg de méthamphétamine dissoute dans des liquides industriels, passant tous les contrôles douaniers sans éveiller le moindre soupçon. Cette capacité de transport révolutionne l'économie du trafic international et permet au cartel d'alimenter simultanément plusieurs marchés européens depuis ses bases de production néerlandaises. Cette sophistication technique s'accompagne d'une corruption systématique des infrastructures critiques européennes. Importantes aux Pays-Bas, les méthodes éprouvées au Mexique mais adaptées aux spécificités locales. Au port de Rotterdam, plusieurs employés de compagnies de manutention sont progressivement recrutés via des approches calibrées combinant corruption financière et intimidation psychologique.
Le processus de recrutement suit un protocole sophistiqué, développé par les spécialistes du cartel en pénétration d'infrastructures sensibles. La première phase consiste en une observation discrète des employés portuaires pour identifier ceux présentant des vulnérabilités exploitables, comme des difficultés financières, des problèmes familiaux ou des habitudes de consommation coûteuses. La seconde phase établit un contact indirect via des intermédiaires locaux, souvent des membres de la criminalité néerlandaise déjà corrompus, qui approchent les cibles potentielles avec des propositions apparemment anodines. La troisième phase intensifie progressivement les demandes et les rétributions, créant une dépendance financière et psychologique qui rend difficile toute rupture de la relation. Leur rôle dans cette corruption systématique consiste à faciliter l'entrée des précurseurs chimiques et la sortie des produits finis sans inspection douanière approfondie. Cette découverte révèle une corruption touchant tous les niveaux de la chaîne de sécurité portuaire, depuis les employés de base jusqu'aux forces de l'ordre chargées de la combattre. Les investigations révèlent que ce réseau de corruption facilitait le passage de 2 à 3 tonnes de cocaïne mensuelle, plus 200 kg de méthamphétamine, représentant une valeur au détail de plusieurs dizaines de millions d'euros. Ces chiffres, considérables, ne représentent qu'un seul réseau parmi plusieurs opérants simultanément dans le même port. Les enquêteurs estiment que la corruption totale pourrait concerner jusqu'à 50 personnes occupant des postes sensibles dans l'infrastructure portuaire néerlandaise. L'analyse financière des comptes bancaires des personnes arrêtées révèle l'ampleur des sommes en jeu. Les employés portuaires corrompus recevaient entre 5 000 et 15 000 euros mensuels pour leurs services, soit souvent plus que leur salaire officiel. Les douaniers percevaient des montants plus importants, jusqu'à 25 000 euros mensuels, reflétant l'importance stratégique de leur position dans la chaîne de sécurité. Ces rétributions, versées via des circuits financiers sophistiqués, incluant crypto-monnaies et virements triangulaires, étaient conçues pour échapper aux contrôles anti-blanchiment traditionnels. Pourtant, malgré ces succès opérationnels remarquables, les Pays-Bas présentent aussi des limitations stratégiques croissantes pour le cartel. La densité policière élevée, la coopération internationale développée avec les services américains et européens, et surtout la tension médiatique croissante, compliquent progressivement les activités. L'opinion publique néerlandaise, traditionnellement tolérante envers les drogues douces, manifeste une inquiétude croissante face à l'industrialisation du trafic de drogue dure et à la violence qui l'accompagne. En 2020, plusieurs laboratoires sont démantelés simultanément lors de l'opération Desert Light, coordonnée par Europol avec la participation des polices néerlandaises, allemandes et belges. 49 personnes sont arrêtées. L'Espagne, territoire historique d'implantation, voit ses installations renforcées et modernisées. Et désormais, la France devient le nouveau terrain d'expansion privilégié, offrant des opportunités stratégiques que le cartel n'avait pas encore pleinement exploitées. Cette leçon néerlandaise, avec ses succès et ses limitations, va être méthodiquement adaptée au contexte français spécifique. Les stratèges du cartel ont appris l'importance de la discrétion, de la corruption ciblée et surtout de la diversification géographique pour éviter les concentrations de risques. Ces enseignements vont guider l'expansion française, plus prudente, mais potentiellement plus durable que l'approche initiale néerlandaise. Bertrand Monet n'aurait jamais imaginé, depuis son bureau de l'EDEC Business School de Nice, que ses recherches académiques sur le narcotrafic international deviendraient prophétiques, avec une précision troublante. En 2022, ce spécialiste français reconnu du crime organisé publie une analyse prémonitoire dans la revue internationale de criminologie, title « Le cartel de Sinaloa va cibler la France dans les 18 prochains mois ». Ces arguments s'appuient sur une analyse géoéconomique implacable, croisant données statistiques, tendances de consommation et stratégies criminelles observées dans d'autres pays européens. Son premier argument repose sur l'explosion documentée du marché français de la cocaïne et des drogues synthétiques. Selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, la consommation française de cocaïne double entre 2022 et 2023, passant de 150 tonnes annuelles à près de 300 tonnes. Cette croissance, la plus rapide d'Europe, témoigne d'une transformation sociologique profonde de la consommation de drogue en France. Les classes moyennes urbaines adoptent massivement la cocaïne comme drogue récréative, créant un marché solvable et en expansion que les cartels ne peuvent ignorer. Son deuxième argument concerne la structure des prix, particulièrement favorable aux organisations capables d'optimiser leur chaîne de production et de distribution. Les ports français secondaires comme Le Havre, La Rochelle ou Dunkerque présentent des opportunités d'infiltration plus importantes. Leurs procédures de sécurité, moins sophistiquées que leurs homologues du Benelux,
leurs effectifs de surveillance proportionnellement moins importants et surtout leur intégration incomplète dans les systèmes de renseignement européens créent des failles exploitables par des organisations criminelles déterminées. Son quatrième argument, le plus technique mais peut-être le plus déterminant, concerne la réglementation française sur les précurseurs chimiques. Son analyse révèle des failles spécifiques dans la transposition des directives européennes en droit français, créant des zones grises juridiques qu'un cartel sophistiqué pourrait exploiter. Contrairement aux Pays-Bas, où la réglementation a été durcie après les premières infiltrations, la France conserve des procédures d'autorisation plus permissives pour l'importation et la manipulation de certains produits chimiques industriels. 15 mois après cette publication académique, les prédictions de Monet se matérialisent avec une précision troublante dans l'arrière-pays varois. Mais cette infiltration française ne commence pas en 2023, contrairement aux apparences. Elle résulte d'une préparation méthodique démarrée 5 ans plus tôt, suivant les méthodes éprouvées par le cartel dans d'autres pays européens, mais adaptées aux spécificités françaises. Entre 2018 et 2020, plusieurs étudiants mexicains s'inscrivent dans des universités françaises pour des cursus de chimie industrielle et de génie chimique. Marseille, Lyon et Toulouse accueillent ces étudiants brillants, dont les dossiers académiques ne révèlent aucun lien criminel apparent. Leurs bourses d'excellence, leurs recommandations professorales et leurs projets de recherche correspondent parfaitement au profil recherché par les universités françaises soucieuses d'internationalisation. Certains obtiennent même des financements de recherche pour des projets en chimie organique appliquée, domaine directement lié à leurs futures activités clandestines. Parmi ces étudiants apparemment légitimes, au moins 3 sont aujourd'hui identifiés par les services françaises de renseignement comme d'anciens membres des laboratoires clandestins mexicains du Triangle d'Or. Leur approche systématique leur permet de constituer une base de données complète sur l'industrie chimique française, ses fournisseurs, ses réglementations et ses vulnérabilités. Cette phase de reconnaissance, d'une durée de 2 à 3 ans, établit les fondations techniques et logistiques nécessaires à l'implantation ultérieure de laboratoires clandestins. Cette phase de reconnaissance académique s'intensifie entre 2020 et 2021 avec l'arrivée de missions commerciales officielles. Sous couvert de délégations d'entreprises mexicaines d'import-export parfaitement légales, des représentants du cartel visitent régulièrement les ports français. Le Havre, premier port français, Marseille, porte d'entrée méditerranéenne, et même des ports secondaires comme La Rochelle ou Dunkerque reçoivent ces délégations apparemment légitimes. Officiellement, ces missions prospectent pour développer l'importation de produits agricoles mexicains vers l'Europe. Avocats, tomates, tequila et autres produits du terroir mexicain justifient parfaitement ces déplacements commerciaux, dans un contexte de diversification des approvisionnements européens. Les délégués possèdent tous les documents nécessaires. Leurs entreprises d'origine affichent des bilans réguliers, et leurs interlocuteurs français correspondent aux profils attendus pour ce type de commerce international. Officieusement, ces délégations étudient méthodiquement les procédures douanières françaises, identifient les horaires de moindre surveillance, analysent les technologies de contrôle utilisées et surtout, établissent des contacts avec des employés portuaires potentiellement corruptibles. Cette méthode du cheval de Troie commercial permet une infiltration progressive et discrète, évitant d'éveiller les soupçons des services de sécurité français traditionnellement focalisés sur les menaces terroristes plutôt que sur l'intelligence économique criminelle. Ces missions commerciales utilisent une sophistication digne des services de renseignement étatiques. Leurs membres, formés aux techniques de collecte d'informations et de recrutement humain, identifient les personnels portuaires présentant des vulnérabilités exploitables. Difficultés financières. Mauro da Fiume, trafiquant italien de 43 ans affilié au cartel depuis 2017, entretient des relations commerciales régulières avec des réseaux opérant sur la Côte d'Azur depuis son bureau de Milan. Ces connexions françaises, développées initialement pour écouler de la cocaïne colombienne via les circuits traditionnels, évoluent progressivement vers des collaborations plus sophistiquées, incluant le blanchiment d'argent et la logistique de transport.